Le mercredi des cendres mit fin à toutes les tristes réjouissances de commande, et on ne parla plus que de celle qu'on attendouait. Monsieur Dumaine voulut se marier. Le roué l'en détournouait, et lui disouait franchement que ce n'étouait point à des espèces comme lui à faire ligner. Mais, pressé par madame de Maintenon, qui l'avouait élevé et qui eut toujours pour lui le foueble de nourrice, il se résolut de l'appuyer du moins de la maison de Condé et de le marier à une fille de monsieur le prince, qui en ressentit une jouée extrême. Il voyait croître de jour en jour le rang, le crédit, les alliances des bâtards. Celle-ci ne lui étouait pas nouvelle depuis le mariage de son fils, mais elle le rapprochait doublement du roué et venouait incontinent après le mariage de monsieur le duc de Chartres. Madame en fut encore bien plus aise. Elle avouait horriblement appréhender que le roué, lui ayant enlevé son fils, ne portât encore les yeux sur sa fille, et ce mariage de celle de monsieur le prince lui parut une délivrance. Il en avouait troué à choisir. 1 pouce de taille de plus qu'avouer la seconde lui valut la préférence. Toutes trouées étouées extrêmement petites. La première étouée belle et pleine d'esprit et de raison. L'incroyable contrainte, pour ne rien dire de pis, où l'humeur de monsieur le prince tenouait tout ce qui étouait réduit sous son joug, donna un extrême crève-cœur à cet aîné. Elle sut le supporter avec constance, avec sagesse, avec hauteur, et se fit admirer dans toute sa conduite. Mais elle le paya chèrement. Cet effort lui renversa la santé, qui fut toujours depuis languissante. Le roué, d'accord du chouet avec monsieur le prince, alla à Versailles faire la demande à madame la princesse dans son appartement. Et peu après, sur la fin du carême, les fiançailles se firent dans le cabinet du roué. Ensuite le roué et toute la cour fut à Trianon, où il y eut appartement et un grand souper pour 80 dames en 5 tables, tenues chacune par le roué, monseigneur, monsieur, madame et la nouvelle duchesse de Chartres. Le lendemain, mercredi 19 mars, le mariage fut célébré à la messe du roué par le cardinal de Bouillon, comme l'avouait été celui de monsieur le duc de Chartres. Le dîner fut de même et le souper aussi. Après, l'appartement. Le roué d'Angleterre donna la chemise à monsieur Dumaine. Madame de Montespan ne parut à rien et ne signa point à ces 2 contrats de mariage. Le lendemain, la mariée reçut toute la cour sur son lit. La princesse d'Harcourt, faisant les honneurs, choisie pour cela par le roué. Madame de Saint-Valery fut dame d'honneur, et Monchevreuil, qui avouait été gouverneur de monsieur Dumaine et qui conduisait toute sa maison, continua dans cette dernière fonction et demeura gentilhomme de sa chambre. Madame de Saint-Valery étouait fille de Montlouet, premier écuyer de la grande écurie, petit-fils cadet de Bullion, surintendant des finances, et elle étouait veuve depuis 1 an d'un fils cadet de Gamache, chevalier de l'ordre en 1661, sans enfant, par conséquent belle-sœur de Cailleux, depuis Gamache, duquel il y aura occasion de dire un mot. Et la mère de madame de Saint-Valery étouait Rouault, cousine germaine paternelle de Gamache, le chevalier de l'ordre. S'étouait une femme grande, belle, agréable, très bien faite, de fort peu d'esprit, à qui la douceur et une vertu jamais démentie et une piété solide tenouaient lieu de tout le reste, et la rendirent aimable et respectée de toute la cour, où elle ne vint que malgré elle. Aussi n'y demeura-t-elle que le moins qu'elle put. Elle s'aperçut qu'on avouait envie de sa place où tout lui déplaisait,
et que monsieur Dumaine se radoucissouait autour d'elle, ou naturellement, ou de dessein. Il n'en fallut pas davantage pour lui faire demander à se retirer, avec la douleur de toute la cour, que sa beauté, sa vertu, sa modestie, et le grand air de toute sa personne avouait charmer. On mit en sa place madame de Manneville, femme du gouverneur de Dieppe et de la dernière duchesse de Luynes, fille du chancelier d'Aligre. Madame de Manneville étouait fille de Montchevreuil, et s'étouait tellement leur vrai ballot qu'on ne comprend pas comment elle n'y avouait pas été mise d'abord. Montchevreuil étouait Mornay, de bonne maison, sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. Villarceau, de même maison que lui, étouait un débauché fort riche, ainsi que l'abbé son frère, avec qui il vivouait. Villarceau entretint longtemps madame Scarron, et la tenouait presque tout l'été à Villarceau. Sa femme, dont la vertu et la douceur de nouer une sorte de respect au mari, lui devint une peine de mener cette vie en sa présence. Il proposa à son cousin Montchevreuil de le recevoir chez lui avec sa compagnie, et qu'il mettrait la nappe pour tous. Cela fut accepté avec jouet, et ils vécurent de la sorte nombre d'étés à Montchevreuil. La Scarron, devenue reine, eut cela de bon qu'elle aima presque tous ses vieux amis dans tous les temps de sa vie. Elle attira Montchevreuil et sa femme à la cour, où les Villarceau trop libertins ne se pouvaient contraindre. Elle voulut Montchevreuil pour un des Drouet témoin de son mariage avec le rouet. Elle lui procura le gouvernement de Saint-Germain-en-Laye, l'attacha à monsieur Dumaine, le fit chevalier de l'ordre avec le fils de Villarceau, au refus du père, en 1688, qu'il aima mieux pour son fils que pour lui-même, et mit sous la conduite de madame de Montchevreuil, mademoiselle de Blois, jusqu'à son mariage avec monsieur le duc de Chartres, après avouer été gouvernante des filles d'honneur de madame la dauphine, emploi qu'elle prit par pauvreté. Montchevreuil étouait un fort honnête homme, modeste, brave, mais des plus épais. Sa femme, qui étouait Boucher d'Orsay, étouait une grande créature, maigre, jaune, qui riouait niais, et montrouait de longues et vilaines dents, dévote à outrance, d'un maintien composé, et à qui il ne manquait que la baguette pour être une parfaite fée. Sans aucun esprit, elle avouait tellement captiver madame de Maintenon qu'elle ne voyait que par ses yeux, et ses yeux ne voyaient jamais que des apparences, et la laissait la dupe de tout. Elle étouait pourtant la surveillante de toutes les femmes de la cour, et de son témoignage dépendaient les distinctions ou les dégoûts, et souvent par enchaînement les fortunes. Tout jusqu'aux ministres, jusqu'aux filles de rouet, tremblaient devant elle. On ne l'approchait que difficilement. Un sourire d'elle étouait une faveur qui se comptait pour beaucoup. Le rouet avouait pour elle une considération la plus marquée. Elle étouait de tous les voyages et toujours avec madame de Maintenon. Le mariage de monsieur Dumaine causa une rupture entre madame la princesse et la duchesse d'Hanovre, sa sœur, qui avouait fort désirer monsieur Dumaine pour une de ses filles, et qui prétendit que monsieur le prince lui avouait couper l'herbe sous le pied. Elle vivouait depuis longtemps en France, avec ses deux filles déjà fort grandes. Elle n'avouait aucun rang, n'allouait point à la cour, voyouait peu de monde, et jamais madame la princesse qu'en particulier. Elle ne laissait pas d'avoir usurpé peu à peu de marcher avec 2 carrosses, force livrées, et un faste qui ne leur convenait point à Paris. Avec ce cortège, elle rencontra madame de Bouillon dans les rues, à qui les gens de l'Allemande firent quitter son chemin, et la firent ranger avec une grande hauteur. Ce fut quelque temps après le mariage de monsieur Dumaine. Madame de Bouillon,
fort offensé, n'entendit point parler de madame d'Hanovre. Sa famille est tout nombreuse, et l'or en grande splendeur. Elle-même tenouait un grand état chez elle. Les bouillons, piqués à l'excès, résolurent de se venger et l'exécutèrent. Un jour qu'ils surent que madame d'Hanovre devait aller à la comédie, ils y allèrent tous avec madame de Bouillon et une nombreuse livrée. Elle avouait ordre de prendre querelle avec celle de madame d'Hanovre, et l'exécution fut complète. Les gens de la dernière battus à outrance, les harnouets de ses chevaux coupés, son carrosse fort maltraité. L'Allemande fit les hauts cris, se plaignit au rouet, s'adressa à monsieur le prince qui, mécontent de sa bouderie, n'en remua pas. Et le rouet, qui aimait mieux les trois frères Bouillon qu'elle qui avouait le premier tort, et s'étouait attirer cette insulte, ne voulut point s'en mêler, en sorte qu'elle en fut pour ses plaintes, et qu'elle apprit à se conduire plus modestement. Elle en demeura si outrée, que dès lors elle résolut de se retirer avec ses filles en Allemagne, et quelques mois après elle l'exécuta. Ce fut leur fortune. Elle maria son aîné au duc de Modène, qui venait de quitter le chapeau de cardinal pour succéder à son frère, et, quelque temps après, le prince de Salm, veuf de sa sœur, gouverneur, puis grand maître de la maison du fils aîné de l'empereur Léopold, roi de Bohême, puis des Romains, fit le mariage de ce prince avec Amélie, son autre fille. Mon année de mousquetaire s'écoulouait, et mon père demanda au rouet ce qu'il lui plairait de faire de mouet. Sur la disposition que le rouet lui en laissa, il me destina à la cavalerie, parce qu'il l'avouait souvent commandé par commission, et le rouet résolut me donner, sans acheter, une compagnie de cavalerie dans un de ses régiments. Il fallouait qu'il en vaquât. 4 ou 5 mois s'écoulèrent de la sorte, et je faisais toujours mes fonctions de mousquetaire avec assiduité. Enfin, vers le milieu d'avril, Saint-Pouange m'envoya demander si je voudrais bien accepter une compagnie dans le Royal Roussillon qui venait de vaquer, mais fort délabré et en garnison à Mons. Je mourais de peur de ne point faire la campagne qui s'allouait ouvrir. Ainsi je disposai mon père à l'accepter. Je remerciai le rouet qui me répondit très obligeamment. La compagnie fut entièrement réparée en 15 jours. J'étais à Versailles lorsque, le vendredi 27 mars, le rouet fit maréchaux de France le comte de Choiseul, le duc de Villeroy, le marquis de Joyeuse, Tourville, le duc de Noailles, le marquis de Boufflers et Catinat. Le comte de Tourville et Catinat n'étaient point chevaliers de l'ordre. Monsieur de Boufflers était en Flandre et Catinat sur la frontière d'Italie, les 5 autres à la cour ou à Paris. Le rouet manda aux 2 absents de prendre dès lors le titre, leur rang et les honneurs de maréchaux de France en attendant leur serment, qui en effet n'est point nécessaire pour leur donner le caractère. Monsieur de Duras ne l'a prêté que parce que les gens du rouet, qui en touchent gros, s'avisèrent enfin qu'il n'avouait prêter ni celui de maréchal de France, ni celui de gouverneur de Franche-Comté, et l'obligèrent par le rouet de le prêter plus de 30 ans après. J'étais au dîner du rouet ce même jour. À propos de rien, le rouet, regardant la compagnie, « Barbézieux, dit-il, apprendra la promotion des maréchaux de France par les chemins. » Personne ne répondit mot. Le rouet était mécontent de ses fréquents voyages à Paris où les plaisirs le détournaient. Il ne fut pas fâché de lui donner ce coup de cafeçon et de faire entendre aussi le peu de part qu'il avouait en la promotion.
Le roué l'avouait dit au duc de Noailles en entrant au conseil, mais avec défense d'en parler à personne, même à ses collègues. Sa jouée ne se peut exprimer, et il avouait plus raison d'être aise que parrain des autres. L'engouement du duc de Villeroy dura plusieurs années. Tourville fut d'autant plus transporté que sa véritable modestie lui cachouait sa propre réputation, et qu'il n'imaginait pas même d'être maréchal de France si on en faisait, quoiqu'il le méritât, autant qu'aucun d'eux pour le moins, de l'aveu général. Choiseul et Joyeuse parurent fort modérés, comme des seigneurs qui méritaient cet honneur et l'espéraient depuis longtemps. Ils dînaient ensemble à Paris lorsqu'un capitaine d'infanterie arriva en poste, satisfait d'avouer oui nommé Joyeuse à qui il l'apprit, et ne s'était point informé des autres, de sorte que Choiseul fut une demi-heure dans un état violent jusqu'à ce que le courrier arrivât. Ils allèrent le soir à Versailles et prêtèrent serment le lendemain avec les trois autres. Cette promotion fit une foule de mécontents, moins de Drouet par mérite que pour s'en donner un par les plaintes, mais de tout cela le monde ne trouva mauvais que l'oubli du duc de Choiseul, de Maulevrier et de Montal. Ce qui exclut le premier est curieux. Sa femme, sœur de Lavallière, belle et faite en déesse, ne bougeoit d'avec madame la princesse de Conti, dont elle était cousine germaine et intime amie. Elle avouait eu des galanteries en nombre, et qui avouait fait grand bruit. Le roué craignait cette liaison étroite avec sa fille, lui avouait fait parler, puis l'avouait mortifié, ensuite éloigné, et lui avouait après toujours pardonné. La voyant incorrigible, et n'aimant pas les éclats par lui-même, il le voulut faire par le mari, et se défaire d'elle une fois pour toutes. Il se servit pour cela de la promotion, et chargea M. de la Rochefoucauld, ami intime du duc de Choiseul, de lui représenter le tort que lui faisait le désordre public de sa femme, de le presser de la faire mettre dans un couvent, et de lui faire entendre, s'il avouait peine à s'y résoudre, que le bâton qu'il lui destinait était à ce prix. Ce que le roué avouait prévu arriva. Le duc de Choiseul, excellent homme de guerre, était d'ailleurs un assez pauvre homme et le meilleur homme du monde. Quoique vieux, un peu amoureux de sa femme qui lui faisait accroire une partie de ce qu'elle vouloit, il ne put se résoudre à un tel éclat, tellement que M. de la Rochefoucauld, à bout d'éloquence, fut obligé d'en venir à la condition du bâton. Cela même gâta tout. Le duc de Choiseul s'indigna que la récompense de ses services et de la réputation qu'il avouait justement acquise à la guerre se trouva attaché à une affaire domestique qui ne regardait que lui et refusa avec une opiniâtreté qui ne put être vaincue. Il lui en coûta le bâton de maréchal de France, dont le scandale public éclata. Ce qu'il y eut de pis pour lui, c'est que sa femme bientôt après fut chassée, et qu'elle en fit tant, que le duc de Choiseul enfin n'y put tenir, la chassa de chez lui et s'en sépara pour toujours. Maulevrier avouait beaucoup de réputation à la guerre et il la méritait. Elle lui avouait valu l'ordre malgré M. de Louvois, un gros gouvernement et force commandement en chef. Le roué le crut assez récompensé et le laissa. Ce pauvre homme en conçut une si violente douleur qu'il ne survécut pas 2 mois à la promotion de ses 7 cadets. Croessy, son frère, ministre et secrétaire d'État, en fut outré, mais il n'osa le trop parouêtre. Montal était un grand vieillard de 80 ans, qui avouait perdu un œil à la guerre, où il avouait été couvert de coups. Il s'y était infiniment distingué et souvent en des commandements en chef considérables. Il avouait acquis beaucoup d'honneur à la bataille de Fleurus et encore plus de gloire au combat de Steinkerque,
qui l'avoué rétablit. Tout cria pour lui, hors lui-même. Sa modestie et sa sagesse le firent admirer. Le roué même en fut touché et lui promit de réparer le tort qu'il lui avouait fait. Il s'en alla quelque peu chez lui, puis revint et servi par les espérances qui lui avouaient été données et qui furent trompeuses jusqu'à sa mort. Mademoiselle, la grande mademoiselle, qu'on appelait pour la distinguer de la fille de monsieur, ou, pour l'appeler par son nom, Mademoiselle de Montpensier, fille aînée de Gaston et seule de son premier mariage, mourut en son palais de Luxembourg le dimanche 5 avril, après une longue maladie de rétention d'urine à 63 ans, la plus riche princesse particulière de l'Europe. Le roué l'avouait visiter, et elle lui avouait fort recommander Monsieur de Joyeuse comme son parent, pour être fait maréchal de France. Elle cousinouait et distinguait et s'intéressait fort en ceux qui avouaient l'honneur de lui appartenir, en cela, bien que très altière, fort différente de ce que les princes du sang sont devenus depuis à cet égard. Elle portait exactement le deuil de parents même très médiocres et très éloignés, et disait par où et comment il les tuait. Monsieur et madame ne la quittèrent point pendant sa maladie. Outre la liaison qui avouait toujours été entre elle et monsieur, dans tous les temps, il m'eût tué sa riche succession et fut en effet son légataire universel. Mais les plus gros morceaux avouaient échappé. Les mémoires publiques de cette princesse montrent à découvert sa faiblesse pour monsieur de Lauzun. La folie de celui-ci de ne l'avouer pas épouser dès qu'il en eut la permission du roué, pour le faire avec plus de faste et d'éclat. Leur désespoir de la rétractation de la permission du rouet fut extrême. Mais les donations du contrat de mariage étaient faites et subsistèrent par d'autres actes. Monsieur, poussé par monsieur le prince, avouait presser le roué de se rétracter. Mais madame de Montespan et monsieur de Louvoué y eurent encore plus de part, et furent ceux sur qui tomba toute la fureur de mademoiselle et la rage du favori, car monsieur de Lauzun les tuait. Ce ne fut pas pour longtemps, il s'échappa plus d'une fois avec le roué, plus souvent encore avec la maîtresse, et donna beau jeu au ministre pour le perdre. Il vint à bout de le faire arrêter et conduire à Pignerol, où il fut extrêmement maltraité par ses ordres et y demeura 10 ans. L'amour de mademoiselle ne se refroidit point par l'absence. On sut en profiter pour faire un grand établissement à monsieur Dumaine, à ses dépens et ceux de monsieur de Lauzun qui en acheta sa liberté. Aumale, Dombes et d'autres terres encore furent données à monsieur Dumaine, au grand regret de mademoiselle. Et ce fut sous ce prétexte de reconnaissance que, pour élever de plus en plus les bâtards, le roué leur fit prendre la livrée de mademoiselle, qui étouait celle de monsieur de Gaston. Cet héritier forcé lui fut toujours fort peu agréable, et elle étouait toujours sur la défensive pour le reste de ses biens que le roué lui voulut arracher pour ce fils bien-aimé. Les aventures incroyables de monsieur de Lauzun, qui avouait sauver la reine d'Angleterre et le prince de Galles, l'avouait ramené à la cour. Il s'étouait brouillé avec mademoiselle, toujours jalouse de lui, qui, même à la mort, ne le voulut pas voir. Il avouait conserver Thiers et Saint-Fargeau de ses dons. Il laissait toujours entendre qu'il avouait épouser mademoiselle, et il parut devant le roué en grand manteau, qui le trouva fort mauvais. Après son deuil, il ne voulut pas reprendre sa livrée, et s'en fit une d'un brun presque noir, avec des galons bleus et blancs, pour conserver toujours la tristesse de la perte de mademoiselle, dont il avouait des portraits partout. Cette princesse donna à monseigneur sa belle maison de Choisy,
qui fut ravi d'en avouer une de plaisance où il put aller seul quelquefois avec qui il voudrouait, 22 000 livres à mademoiselle de Bréval et du Cambou, ses filles d'honneur, et des legs pieux, et d'autres assez domestiques qui répondirent peu à ses richesses. Tous les mémoires de guerre civile et les siens propres l'ont trop fait connaître pour qu'il soit nécessaire d'y rien ajouter ici. Le roué ne lui avouait jamais bien pardonné la journée de Saint-Antoine, et je l'ai ouï lui reprocher une fois, à son souper, en plaisantant, mais un peu fortement, d'avoir fait tirer le canon de la Bastille sur ses troupes. Elle fut un peu embarrassée, mais elle ne s'en tira pas trop mal. Sa pompe funèbre se fit en entier, et son corps fut gardé plusieurs jours, alternativement par 2 heures, par une duchesse ou une princesse et par 2 dames de qualité, tout en menthe, averties, de la part du roué, par le grand maître des cérémonies, à la différence des filles de France qui en ont le double ainsi que d'évêques, enrochés et camailles, et des princesses du sang qui ne sont gardées que par leurs domestiques. La comtesse de Soissons refusa d'y aller. Le roué se fâcha, la menaça de la chasser et la fit obéir. Il y arriva une aventure fort ridicule. Au milieu de la journée, et toute la cérémonie présente, l'urne, qui étouait sur une crédence et qui contenouait les entrailles, se fracassa avec un bruit épouvantable et une puanteur subite et intolérable. À l'instant, voilées les dames, les unes pâmées d'effroi, les autres en fuite, les héros d'armes, les feuillants qui psalmodiaient, s'étouffaient aux portes avec la foule qui gagnait aux pieds. La confusion fut extrême. La plupart gagnèrent le jardin et les cours, s'étouaient les entrailles mal embaumées qui, par leur fermentation, avouaient causer ce fracas. Tout fut parfumé et rétabli, et cette frayeur servit de risée. Ces entrailles furent portées au Célestin, le cœur au Val-de-Grâce, et le corps conduit à Saint-Denis par la duchesse de Chartres, suivi de la duchesse de La Ferté, de la princesse d'Harcourt et de dames de qualité. Celle de madame la duchesse d'Orléans suivouée dans le carrosse de cette princesse. Les cours assistèrent au service à Saint-Denis, quelques jours après, où l'archevêque d'Albi officia. L'abbé Anselme, grand prédicateur, fit l'oraison funèbre. Mademoiselle, fille de monsieur, suivie de la duchesse de Ventadour et de la princesse de Turenne, sa fille, avouait conduit le cœur. Toute distinction au-dessus des princesses du sang, par ce rang de petite fille de France que mon père lui fit donner par le feu roué, étant leur seule de la famille royale.